Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Zena TV, la chaîne de la diaspora. Tribune libre à Emmanuel Okamba. Emmanuel Okamba, bonjour. Bonjour, Monsieur Cyr. Emmanuel Okamba, vous aviez en 2016, précisément le 1er août, publié dans les dépêches de Brazzaville une tribune en fait qui portait sur la convertibilité du franc CFA. Le titre exact, c'est Convertibilité responsable du franc CFA. Alors, cette tribune n'était pas arrivée par hasard, puisque les jours qui précédaient, le président Denis Sassou Nguesso, à peine élu, en fait, s'était retrouvé en Chine et il avait proposé en fait aux Chinois la convertibilité du franc CFA par rapport au yuan. Et à ce moment-là, vous réagissiez déjà en tant que spécialiste de gestion et d'économie en vous disant que cela pourrait engendrer des difficultés puisque le franc CFA repose lui-même sur l'euro. Eh bien, les faits vous n'ont pas encore donné entièrement raison puisqu'aujourd'hui, on se retrouve quasiment avec une crise du franc CFA où on entend déjà pour l'instant des bruits de couloir. Ça a été perspectible à un moment donné à Yaoundé, sauf qu'on est revenu. Là maintenant, on voit circuler sur les réseaux sociaux et dans les chancelleries, en fait, cette crainte d'évaluation du franc CFA. Alors, Emmanuel Okamba, avec vous, on va analyser vos deux tribunes. D'abord, celle de 2016 et la deuxième, en fait, que vous avez publiée il y a quelques jours, en fait, le 20 mai 2017, quasiment un an, jour pour jour, hein, enfin à peu près, par rapport à cette question du franc CFA. Déjà, qu'est-ce qui vous avez mis la puce à l'oreille à ce moment-là quand le président Sassou va en Chine avec de très bonnes intentions sur cette convertibilité? On a vu que sur place, dans la sous-région, les autres n'ont pas suivi parce que le veto de la France était là. Oui, alors, Monsieur Cyr, comme vous le savez, une monnaie est d'abord l'expression de la puissance économique d'un pays. Mais c'est aussi un enjeu de rapport de force. Et à partir du moment où le président Sassou avait senti que l'euro pouvait devenir un handicap pour la sous-région, alors il avait souhaité trouver une autre façon de faire les choses, c'est-à-dire d'aller voir les Chinois et de leur proposer cette convertibilité du franc CFA par rapport à la monnaie chinoise. Bon, malheureusement, les autres présidents des sous-régions, les autres pays n'ont pas suivi. Et donc, la question de la convertibilité du franc CFA, de la valeur du franc CFA par rapport à l'euro, est restée toujours sur la table. Oui. Alors, comment se fait-il aujourd'hui, en fait, qu'on en arrive encore là, à se demander que va devenir le franc CFA par rapport, en fait, au climat économique dans cette sous-région, Afrique centrale d'abord? Alors, au niveau... D'abord, l'histoire du franc CFA. Mais allez-y, je pense que ça on en prendra, oui, on en prendra quand même de comprendre tout à fait. Cette histoire du franc CFA par rapport à notre région. Parce qu'avant que le colon ne vienne chez nous, notre économie traditionnelle, il y avait quand même de la monnaie. Bon, il y avait de la monnaie de singe, par exemple. Non, 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 il y avait des courriers, on utilisait des courriers, on utilisait même le troc, vous savez, échanger la marchandise contre une autre. Car en fait, la monnaie est avant tout un instrument intermédiaire pour échanger les transactions, échanger les biens et les services. Alors, donc, quand le colon est arrivé, évidemment, l'idée qu'il a eue, c'était de nous donner sa monnaie pour pouvoir donc mieux contrôler notre économie. Oui. C'est ainsi que le franc CFA a été créé donc le 26 décembre 1945. Alors, à l'époque, il s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique. D'accord, tout est clair, hein? Il n'y a pas d'ambiguïté, c'était au moins clair. Les colonies qui étaient sous la dépendance africaine et qui étaient sous la dépendance de l'Afrique, de la France, oui. Pardon. Et il y en avait 14, plus aujourd'hui les îles Comores, qui ont pris l'indépendance dans les années 75. Alors, ce franc, en fait, on devrait dire des francs, parce qu'il en existe deux. Dans le mot CFA, on a le franc de la communauté financière de l'Afrique de l'Ouest, donc dans la zone donc, de l'UMOA. Oui. Et puis, on a le franc de la coopération financière en Afrique centrale. Donc, en fait, il y a deux francs CFA, mais les deux, on les appelle le franc CFA. D'accord. Et la cotation n'est pas la même. Bien. Donc, dans l'UMOA, donc dans l'Afrique de l'Ouest, 1 euro égale 491,967 francs CFA. Alors qu'en Afrique centrale, 1 euro égale 655,957 francs CFA. Alors, ça pose déjà deux... Une disparité, quoi, en fait. Une disparité, donc, entre ces deux régions. Alors que c'est la même monnaie. Alors que c'est dans deux régions différentes, l'une perd la valeur par rapport à l'autre. Absolument. Et donc, ce problème est posé.
il faut dire qu'en 1994, la zone franc CFA avait donc subi une dévaluation de 50%. Et elle a frappé de façon égalitaire les deux sous-régions. Et aujourd'hui, donc, l'Afrique de l'Ouest, qui a une économie plus forte, parce qu'elle ne repose pas sur les matières premières, oui. Alors, par rapport donc à l'Afrique centrale, l'économie est peu prospère donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, où l'économie repose, comme vous le savez, essentiellement sur la matière première, sur le pétrole. Et le pétrole aujourd'hui a perdu, sur les cours donc, a perdu la valeur sur le marché. Donc on est passé de à peu près 105 euros, 105 dollars, puisque la monnaie, c'est le dollar, est à peu près 45. Alors, donc vous voyez que cet écart crée quand même une différence assez importante et qui fait que ces économies au niveau de l'Afrique centrale sont en train de battre de l'aile. Alors, s'il faut faire un petit résumé, professeur Wakamba, donc aujourd'hui, les choses sont claires que dès le départ, le franc CFA n'a pas la même valeur dans les deux sous-régions, dès le départ. Absolument. Et cela aussi va s'appliquer par rapport à l'euro. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand l'euro arrive, ben, le franc CFA, qu'il soit de l'Afrique centrale ou du MOA, n'a pas la même valeur, n'est pas convertible en fait avec la même valeur. Absolument. Donc, l'euro arrive le 1er janvier 2002 et prend donc le relais du franc français. Ben, les deux monnaies, les deux CFA, gardent cette différence donc de parité. Alors, pourquoi aujourd'hui on reparle du franc CFA, Emmanuel Wakamba? Pourquoi on reparle du franc CFA? Ben, parce que les économies de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest ne sont plus en phase, si vous voulez, avec cette monnaie. Comme vous le savez aussi, depuis janvier cette année, donc à la réunion de la CEMAC, les présidents de la région de la CEMAC avaient donc souhaité, n'est-ce pas, qu'on maintienne ce franc CFA, alors que les représentants du FMI, de la Banque mondiale, souhaitaient évidemment qu'on dévalue cette monnaie. Ça, c'est la réunion de Yaoundé. Hein? La réunion de Yaoundé, qui s'est passée donc en janvier 2017. Alors finalement, cette réunion a quel impact aujourd'hui? Parce que à ce moment-là, les conclusions nous disaient, bon, les chefs d'État s'étaient imposés, que le franc CFA resterait comme tel, et qu'à un moment-là, ils verraient peut-être les programmes d'ajustement du FMI. Or là, on constate que ces programmes, on en parle très peu par rapport, en fait, au risque d'évaluation. Est-ce que le choix est déjà fait, ou bien c'est un peu la psychose, en fait, par rapport à cette région, notamment cette région Afrique centrale? Alors, actuellement, il y a des audits que la Banque mondiale et le FMI sont en train de faire au niveau de l'Afrique centrale. Et en même temps, vous avez donc cette information qui circule sur la toile, sur les réseaux sociaux, et où on annonce déjà la dévaluation donc, du franc CFA à 50% et l'appréciation du franc CFA de la région UMOA, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Mais comment on en est arrivé là, en fait? Je sais que parfois les réseaux sociaux n'ont pas la maîtrise. Comment se fait-il que du jour au lendemain, on se réveille, on a comme ça, en fait, cette alarme déjà, qui s'est quand même prise au sérieux, hein, Emmanuel Wakamba. C'est pas non plus une rumeur, je dirais, qui n'est pas confirmée, mais nous savons que dans les gouvernements, c'est quand même une information qui est prise très au sérieux. Oui. La monnaie, comme nous avons dit, est le reflet de l'économie. Donc, si on prend ne serait-ce que ces 5 dernières années, le taux de croissance économique de l'UMOA, par exemple, est passé de 7% en 2011 et aujourd'hui, ils sont à 7,1% en 2016. Oui. Alors que nous, au niveau de la CEMAC, c'est 4,96% en 2011 et aujourd'hui, on est à 2%. Oui. Donc on voit que la dynamique économique est plus forte au niveau de l'Afrique de l'Ouest qu'au niveau de l'Afrique centrale. Alors dans votre article en fait de 2016, vous proposiez en fait la création d'une monnaie unique africaine qui permet d'envisager une perspective de saine gouvernance financière des économies, qui l'emploie dans un régime de charge pour promouvoir la souveraineté monétaire des États. Alors
Est-ce que c'est pas un rêve, Emmanuel Okamba? Parce que là, on voit très bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, le débat est sur la table. Hein. On voit quand même, ici et là en Afrique, des hommes qui se réunissent pour penser cette monnaie unique. Or, quand même, les pères d'indépendance l'avaient déjà pensé. Sauf que ça reste un serpent de mer, en fait. Quand les choses sont plus difficiles, on l'agite. Et quand ça se calme, finalement, on passe à autre chose. Et le CFA convient quasiment à tout le monde. Oui, depuis 2004, l'Union européenne avait demandé ces deux sous-régions de voir la possibilité de créer justement des zones économiques plus dynamiques et possibilité même d'avoir leur propre monnaie. Donc les études sont en cours, malheureusement ces études traînent. Bon, comme vous le savez aussi, pour ces deux régions, il y a ce qu'on appelle le pacte de la convergence économique et monétaire, oui, qui date de 1994, c'est-à-dire après la dévaluation de 1994. Ce pacte donc a mis en place des critères qui devaient donc permettre, dans un premier temps, une convergence des économies et ensuite la possibilité de ces économies de devenir plus autonomes, donc avec leur propre monnaie. Alors, si on regarde aujourd'hui ces critères, les critères de convergence, alors il y a les critères de convergence de premier rang, il y en a 4, et puis il y a des convergences, des critères de deuxième rang. Alors, le premier rang, on peut en donner quelques éléments pour éclairer un peu le téléspectateur. Disons que le premier, c'est le solde budgétaire de base, qui est en pourcentage du produit intérieur brut, donc de la richesse de chaque pays. Eh bien, ce solde devait être supérieur à 0. Le taux d'inflation annuel devait être inférieur ou égal à 3%. L'encours de la dette publique en pourcentage du PIB devait être inférieur à 70%. Et l'accumulation des arriérés, donc extérieurs et intérieurs, c'est-à-dire de la dette, devait être égale à 0. Donc, les pays qui arrivaient à atteindre ces critères, à respecter ces critères, on pouvait les considérer comme des économies convergentes. Et les pays qui n'y arrivaient pas, eh bien, devaient faire des efforts pour y arriver. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau de l'UMOA, il faut respecter à peu près 4 critères sur ce que je viens de dénoncer. Dans l'UMOA, dans la région globalement, respecte 3 critères sur 4. D'accord. Ça, c'est en 2011. Et en 2016, l'UMOA a respecté aussi la même chose. Ce qui veut dire que pour cette région, on voit qu'elle s'approche le 4e critère, donc on va avoir de l'ensemble des critères. Quoi, oui. Absolument. Et cette économie, puisque l'UMOA, c'est 8 économies, 8 pays, donc 7 pays sur 8 ont atteint ces critères en 2011. En 2016, seulement 2 économies ont conservé leurs 3 premiers critères. Les 3 premiers critères. Oui. Donc, on voit qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits, mais ce n'est pas dans l'absolu. Lorsqu'on prend le cas de la CEMAC n'atteint que 2 critères sur 4. Depuis 2011. En 2011. Oui. Et en 2016, c'est la même chose. Et si on regarde le nombre de pays qui ont atteint ces critères en 2011, il y en avait 4. Je ne vous citerai pas les pays, mais on peut les citer, oui, si vous le voulez, pour notre sous-région. Donc, il y avait le Cameroun qui a atteint 4 sur 3, le Congo 4 sur 1, le Gabon 3 sur 2 et le Tchad 3 sur 2. Maintenant, en 2016, un seul pays a presque gardé ce qu'il avait eu en 2011, c'est le Cameroun, avec 4 critères sur 3. Tous les autres, eh bien, sont très loin du compte. Donc, ça nous montre qu'il n'y a qu'une seule économie au niveau de la CEMAC qui converge. Alors que, au niveau qui converge et qui consolide. Oui. Okay? Alors qu'au niveau de l'UMOA, il y en a au moins 2 qui ont consolidé. Alors qu'elles étaient 7 à converger. Donc, on voit que la région UMOA est plus dynamique que celle de l'Afrique centrale. De l'Afrique centrale.
Alors, est-ce que, on va rentrer plus loin avant de revenir, parce que ce pacte de convergence économique et monétaire en Afrique, les enjeux du franc CFA, c'était votre deuxième tribune, en fait, qui a été publiée le 20 juin dernier. Alors, ce que je veux comprendre, est-ce que déjà, pour rentrer dans l'absolu, quand vous donnez ces différents critères et le positionnement aujourd'hui de la Banque de France, qui plus ou moins gère ce franc CFA par rapport à ces pays africains, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de punition, en fait, puisque c'est notamment ces pays d'Afrique centrale qui ont été prospères durant des années, le moment s'il faut repartir sur des chiffres quand même avec des taux de croissance très importants, avec des masses importantes en termes de liquidité, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une manière de dire, voilà, messieurs, vous avez mal géré, finalement, vous allez comprendre vous-même. Parce que quand on voit la nouvelle convertibilité du franc CFA euro qu'il va avoir, un euro dans la zone CEMAC serait de 1300 francs CFA, tandis que dans la zone UMOA sera à 500 francs CFA. Alors, on se rend bien compte que là, il y a quand même un vrai problème. Est-ce qu'il n'y a pas directement, permettez la familiarité de l'expression, une manière de punir en fait ces économies d'Afrique centrale? Il s'agit d'une punition, puisque ces pays n'ont pas respecté les critères de convergence. Et donc, il est normal que ces pays soient... La sanction tombe. Et ceux qui ont respecté, il est normal aussi qu'elles soient récompensées. Et pour le Congolais lambda, ou le Gabonais lambda, le Camerounais lambda, il fait quoi? Alors, il fait quoi? Il fait quoi? C'est le problème de la dévaluation. C'est-à-dire que nos dirigeants doivent avoir à l'esprit que l'économie, les économies qu'ils gèrent, n'est-ce pas, sont des économies qui sont interconnectées avec les autres. Donc, des actes que nos dirigeants posent, ces actes influencent aussi la vie des pays qui sont aux alentours. Et des importations et des exportations donc, de nos pays en souffrent, effectivement. Alors, donc, quand les choses se passent de cette manière, évidemment, les autorités, on est encore en situation d'alerte. Donc, les autorités ont encore le temps de négocier. Les autorités ont encore le temps de rattraper, de négocier et de donner des gages de bonne gouvernance financière et monétaire. Aujourd'hui, ces gages ne sont pas encore donnés. Oui. Alors, la dynamique, vous avez expliqué au niveau de l'UMOA, en fait, une dynamique quasi sous-régionale. C'est-à-dire, c'est 3 pays sur 4 qui arrivent vraiment à respecter. Or, en Afrique centrale, on a l'impression qu'en fait, il y a un cavalier qui est tout seul. C'est plus ou moins le Cameroun qui essaie de faire. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un vrai problème d'intégration économique? Parce que quand on entend, notamment de ce côté de l'UMOA, Afrique de l'Ouest, on voit comment les flux circulent, les hommes et les biens, tandis qu'en Afrique centrale, malgré une géographie un peu plus petite, mais on a du mal, en fait, à avoir les biens, et malgré les principes, en fait, de la CEMAC, mais les biens, les personnes ne circulent pas. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un vrai problème d'intégration sous-régionale? On peut dire sur le franc CFA sans doute, mais est-ce que sur le plan est-ce qu'il y a une vraie économie sous-régionale, Emmanuel Okamba? Quand vous parlez de la sanction tout à l'heure, mais on sanctionne quoi? On sanctionne finalement la désintégration. C'est-à-dire que ces économies, au lieu de converger, au lieu d'aller vers une puissance économique et régionale forte, consolidée, mais les économies, au contraire, se désagrègent. Et l'arbitre, si on peut le dire, qui est donc la Banque de France, puisque le franc CFA est géré quand même par la Banque de France, on peut rappeler quand même quelques principes. Oui. Bon. Dans cette gestion, la Banque de France exige à chaque pays de la zone CFA de déposer 50% de ses réserves au Trésor français. Bien. Ça représente, par exemple, en 2015, 14 milliards d'euros, l'argent versé par les différents États. Bien, en contrepartie, cet argent est rémunéré à 0,30%. OK? Et il y a un compte de nivellement qui ne peut être déficitaire. C'est-à-dire, c'est un compte dans lequel la Banque de France reçoit les ordres donnés par les pays de la zone CFA pour régler leurs transactions à l'extérieur. D'accord. OK? Et lorsque ces ordres donc sont réglés, eh bien, la Banque de France régularise avec les économies africaines concernées. Bon.
Donc, dans cette dépendance, que l'on peut comprendre que beaucoup d'économistes et beaucoup de politiques crient, cette dépendance, c'est donc un moyen de couvrir les économies qui sont complètement désintégrées, comme les nôtres. Donc, nous ne sentons pas au jour le jour le problème de le manque de puissance, si vous voulez, de notre économie. On ne le sent pas. Pourquoi? Parce qu'on a cette couverture de l'euro. D'accord. Bien. Donc, si on enlève cette couverture de l'euro, ça veut dire que la monnaie que nous allons avoir va être comme le franc congolais, qui est donc en RDC. En RDC, oui. Comme vous savez, en RDC, il y a le franc congolais, mais il y a aussi le dollar. Bon, le franc congolais, sans exagérer, pour acheter un pain, eh bien, il vous faut peut-être l'équivalent en billets d'une mallette. Vous voyez, ça veut dire que la monnaie ne vaut pas grand-chose. Bien, puisque la monnaie est le reflet de l'économie. Et partant de cette idée, la lutte pour le franc, pour avoir donc une monnaie, peu importe le nom, qu'on l'appelle le franc ou qu'on l'appelle l'afro ou qu'on l'appelle une monnaie X, pour l'Afrique centrale et pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique en général, tout au moins pour les économies qui sont encore dépendantes, qui n'ont pas de monnaie autonome en tant que telle, cette question se pose par rapport à la valeur, par rapport à la puissance économique de ces pays. Alors, Emmanuel Okamba, depuis un certain temps, on constate dans différentes capitales africaines, il y a même une réunion à Brazzaville, des hommes qui se réunissent pour appeler à sortir du franc CFA, à demander aux autorités africaines. On a entendu certains chefs d'État déjà s'exprimer en disant, ben voilà, on peut sortir, avoir une monnaie peut-être autonome pour chaque pays, une monnaie régionale. Pour l'instant, on ne sait pas encore quelles sont les solutions. Or, les exemples des pays qui n'ont pas su gérer leur monnaie, on y en a en Afrique. Prenez par exemple le Zimbabwe, qui est obligé d'émettre des billets en trilliards parce que l'économie ne tenait pas. Et aujourd'hui, le Zimbabwe est en train de lorgner vers le yuan afin de pouvoir soutenir cette économie pour qu'elle continue. Est-ce que l'idée de Denis Sassou Nguesso d'aller chercher le yuan n'est pas une mauvaise idée en soi, puisque ça permettrait en fait à ces économies de respirer, et quand on connaît la puissance de la Chine aujourd'hui? Oui, mais ça reviendra au même. Que ce soit la monnaie chinoise, que ce soit l'euro. Mais le problème, le problème, c'est la dynamique de notre propre économie. Oui. Donc, si notre propre économie n'est pas dynamique, vous pouvez aller chercher n'importe quelle économie que vous voulez. Même la monnaie martienne. Même la monnaie martienne, tout ce que vous voulez, ça ne servira à rien. Donc, le problème, c'est notre propre économie qu'il faut développer, qu'il faut diversifier. Donc, tant qu'on n'a pas une dynamique économique, en fait, ça n'aboutira absolument à rien. C'est même pas la peine de chercher à avoir une monnaie autonome, ça servira à rien. Alors, que dire finalement aux activistes aujourd'hui qui veulent la sortie du franc CFA afin parce que l'argument est quand même là en disant, ben voilà, vous avez parlé de ces comptes qui sont à la Banque de France auxquels qui privent des pays d'une partie de leur souveraineté. Et on se dit, ben voilà, les pays africains ont plus de 50 ans souverains, c'est quand même des pays qui peuvent s'assumer aujourd'hui. Donc pourquoi continuer en fait à rester à être géré par la Banque de France? Oui, pourquoi avoir la couverture de la France? Bon, jusqu'ici, cette couverture protège énormément nos économies. Si elle n'était pas là, mais très peu de personnes ne parlent, hein, parce qu'aujourd'hui il fait bien d'être contre le franc CFA, parce que vous passez au moins pour un bon Africain, quelqu'un qui aime le continent, au lieu de donner des arguments comme quoi ça protège. Celui qui aime l'Afrique doit protéger l'Afrique. Il ne peut pas exposer l'Afrique. Vous voyez, là on parle de la dévaluation du franc CFA, donc de la CEMAC. Bon, c'est la panique. Bon, imaginez que vous avez cette dévaluation-là toutes les semaines dans votre économie. Parce que l'économie ne tient pas. Donc ça sert à un drame. Vous voyez comment se pose le problème. Le problème de la dévaluation, c'est que l'économie est cotée chaque jour. Cotée. Chaque jour, c'est évalué en fonction de l'offre et la demande, disons ça comme ça, des importations, des exportations, de la puissance économique que nous dégageons. On évalue chaque jour. Bien. Donc, si chaque jour, nous n'atteignons pas le cours nécessaire qui permet à notre économie donc de respirer, de prospérer, eh bien, la monnaie va être dévaluée.
Donc, si on a une dévaluation comme ça tous les mois ou tous les 15 jours, le cas du Zimbabwe, en fait. Le cas du Zimbabwe, par exemple, oui. Ou le cas qui se passe juste à côté de chez nous, de la RDC, par exemple, avec le front congolais, bien, l'économie n'est pas viable. Donc, c'est vrai, en toute indépendance d'esprit, on peut dire oui, c'est vrai, la France a gardé cette couverture, c'est une sorte de néocolonialisme à travers la monnaie, etc. Elle tient le chef d'État parce que il y a cette monnaie qui est tirée ici. Voilà. France, hein. Elle est tirée en France, c'est vrai, mais si les chefs d'État avaient fait de telle sorte qu'ils s'émancipent économiquement, parce que là, nous ne nous émancipons pas. Nous ne nous donnons pas assez de moyens pour pouvoir prendre notre autonomie. Donc cette couverture, on peut la critiquer. 50% des réserves, c'est peut-être trop. Mais on peut la réduire. Puisque avant, ce n'était pas 50%, il était à 65, 60%, et puis progressivement. Donc on peut demander à ce qu'elle soit un peu plus réduite, mais en même temps, il faudra que les économies soient dynamiques, que les économies soient plus fortes. Or aujourd'hui, ce que nous voyons, avec la baisse du pétrole, puisque ces économies de l'Afrique centrale ne se sont pas suffisamment diversifiées. Donc, comme elles ne se sont pas diversifiées, elles sont fondées sur le pétrole. Sur le pétrole baisse sérieusement et de manière assez forte et continue, comme nous voyons ça depuis 2015, eh bien, les économies sont en souffrance. Et si en plus on avait le problème de dévaluation dans cette catastrophe, ça serait pire. Vous voyez? Donc, c'est vrai, il faut que l'Afrique ait une monnaie qui reflète son économie, mais encore faut-il que cette économie soit capable de supporter l'économie mondiale. Oui, alors, Emmanuel Kamba, on va terminer dans vos propos. En fait, j'ai noté le mot diversification qui est arrivé à plusieurs reprises. L'article, votre tribune du 20 juin aussi, vous parlez en fait de la solidarité monétaire des membres qui n'exclut point leur différenciation en fonction de la différence et l'application rigoureuse des normes dans une économie diversifiée. Donc finalement, la solution, c'est la diversification. La solution, c'est la diversification. C'est la seule. Ça ne suffit pas, mais il y a aussi la rigueur au niveau de la gestion. Car en fait, le problème que nous avons dans ces économies, c'est le respect des règles, le respect des normes. On peut respecter ces normes, puisque les économies de l'Afrique de l'Ouest le montrent. Oui. Voilà. Et ces pays n'ont pas des richesses que nous avons. Le Sénégal ou le Mali n'ont pas de pétrole comme au Congo ou comme au Gabon ou comme en Guinée équatoriale. Vous voyez? Et pourtant, ces économies sont dynamiques, sont fortes et se développent. Parce que les dirigeants font un effort pour essayer de ne pas trop laisser un secteur prendre le dessus sur les autres. Donc, ils diversifient en fait. Bien. Mais nous, on peut faire la même chose. C'est-à-dire qu'on a un secteur qui est moteur, qui va normalement entraîner les autres. Or là, nous sommes dans ce qu'on appelle le syndrome hollandais. On a déjà parlé du syndrome hollandais ici dans l'une des tribunes. Toute première, hein, oui, toute première. Bien. Alors, le syndrome hollandais, c'est quoi? Ben, c'est une économie qui repose sur une seule ressource et qui néglige tous les autres secteurs. Maintenant, quand la ressource principale se tarit, eh bien, le temps de reformer, de remettre en place les autres activités, l'économie en souffre. Et le Congo, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, tous ces pays, aujourd'hui, sont dans cette situation. Vous voyez, avec la chute donc, du prix du baril du pétrole, ces pays ont du mal à revenir vers l'agriculture, à revenir vers le développement du tourisme, à réintégrer l'ensemble des activités économiques classiques. Et donc, c'est une erreur de stratégie qui avait été faite à un moment donné par les dirigeants, l'argent facile, si vous voulez, puisque ce pétrole, ce n'est même pas nous qui l'exploitons, nous vivons d'une rente, oui, oui. ok,
Donc c'est encore une fois les puissances occidentales qui viennent fixer le prix, qui viennent exploiter ce pétrole et nous donnent des redevances, nous donnent une part de pétrole. On en a déjà parlé également. Donc là aussi nous ne maîtrisons pas notre matière première. Tout se tient, c'est-à-dire qu'on peut arriver là sur la problématique de la monnaie, mais au fond il faut remonter déjà dans la gestion de ces ressources que nous disposons. Oui, de l'organisation de notre économie et de la manière dont nous gérons ces ressources, et surtout les fonds que ces économies engendrent. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Qu'est-ce qu'on fait des revenus pétroliers? Qu'est-ce qu'on en fait? On construit les routes, on construit les usines, on construit des aéroports. On construit des stades de football, on construit des palais, on permet notamment aux hommes et aux femmes de se déplacer à travers tout le pays, Emmanuel Kamba. Sans doute. Sans doute. Alors, on va terminer maintenant. Je vais juste vous m'expliquer dans votre esprit, qu'est-ce que vous entendez par l'émancipation économique et monétaire, exactement? Alors, l'émancipation économique et monétaire... Oui, parce que quand on est émancipé, c'est par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Oui. Donc, quand vous lis, je me pose la question, en vous suivant au départ, j'ai compris que vous étiez pour que ces économies restent accrochées au franc CFA, parce que ça permet cette couverture par rapport à l'euro, même si géré par la France. À la fin, vous concluez, bon, l'amélioration continue des performances est un gage de l'émancipation économique et monétaire. Oui. Alors c'est j'étais quand même en vous disant, bon, peut-être qu'un jour... Absolument. L'idée, c'est que ces économies sortent de la couverture de la Banque de France. Donc, il faudra qu'à un moment donné, ces économies sortent et prennent leur autonomie. Et pour cela, il faut s'émanciper. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on est capable de conduire notre propre économie. Aujourd'hui... Donc, ceux qui le demandent aujourd'hui se trompent, en fait, pour vous. Ceux qui se demandent aujourd'hui, depuis 60 ans, on peut le regretter, que depuis 60 ans, que nos dirigeants n'aient pas fait suffisamment d'efforts pour consolider nos économies, pour que nous puissions créer notre propre monnaie au niveau, ne serait-ce que de la sous-région. Donc, ceux qui cherchent aujourd'hui une monnaie, une monnaie pour une monnaie tout de suite, je pense qu'ils devraient quand même revoir leurs propos deux fois. Puisque bon, l'Afrique n'a pas trop de populisme, je dirais, sur le plan politique. Est-ce que là, on assiste à un populisme qui naît, mais qui s'appuie sur la monnaie pour créer en fait ce panafricanisme? Oui, c'est dénoncer le colonialisme ambiant. Bon, c'est vrai, le colonialisme, c'est pas une bonne chose, disons-le. Mais en même temps, il faut savoir s'émanciper. Il faut savoir obtenir son indépendance, son autonomie et s'assumer soi-même. Aujourd'hui, sur le plan monétaire, depuis 1960, depuis l'indépendance donc de ces 14 pays, 15 avec les îles Comores, eh bien, nous n'avons pas fait suffisamment de preuves d'émancipation économique et monétaire. Même si sur le plan politique, évidemment, nous avons fait des choix politiques. Il y en a qui sont allés dans telle ou telle option politique, et ça c'est libre. Mais au niveau économique, il y a encore du chemin à faire. Alors, souvent, les présidents africains sont partis dans des slogans en termes d'émergence, qui 2025, qui 2030, qui 2040. Et vous verrez cette émancipation à peu près à quelle échéance? Emmanuel Kamba, pour terminer. Il faut rêver. Vous n'êtes pas Madame Soleil, mais au moins vous avez des chiffres et que vous pouvez quand même nous permettre. Il faut rêver. L'émergence, c'est un projet, c'est-à-dire on va vers. Oui. Bon, mais c'est une bonne chose. Mais les chiffres aujourd'hui font que il ne faut même pas parler d'émergence. Bah voilà, on ne devrait même pas en parler parce que l'économie n'est pas organisée, l'économie n'est pas structurée comme il se doit. Et donc l'émergence, c'est un rêve, c'est quasiment une utopie. Et s'il faut y aller, peut-être dans 10 ans, mais encore faut-il que les structures économiques soient mises aux normes. Et cette émancipation, vous la voyez à quelle échéance? Il n'y a pas d'échéance, c'est un processus. Il faut s'inscrire dans un processus d'émancipation, c'est-à-dire du choix des dirigeants, des choix de ceux qui gèrent, ceux qui sont vraiment aux affaires, et avec une éthique donc financière, le respect vraiment des normes pour que l'économie puisse aller aujourd'hui. Ces normes ne sont pas respectées. Les normes de convergence, les normes d'intégration ne sont pas respectées. Et si nous ne les respectons pas,
eh bien, nous ne pouvons pas avoir une économie solide et qui serait donc capable de promouvoir cette émancipation. Donc, on restera toujours sous la coupe du colonialisme. Finalement pessimiste, en fait. D'ordinaire, vous êtes assez optimiste, mais là, je vous sens quand même... Parce que c'est une affaire grave. C'est une affaire grave sur laquelle les dirigeants n'ont pas encore suffisamment pris conscience de ce que c'est l'importance d'une monnaie. Ok? Donc, on a eu cette occasion de regrouper les forces au niveau d'une sous-région, mais malheureusement, cet effort n'est pas fait. Et si on ne le fait pas, donc on s'expose. On accroît en fait notre propre dépendance. Ouais. On accroît notre propre dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Voilà. Et donc, s'émanciper, c'est une bonne chose. Mais encore faut-il mettre les moyens nécessaires pour y aller. Et tout ça toujours avec un lien avec la politique. Hein. C'est-à-dire que les deux vont quasiment de pair. Tout ça a un lien avec le politique. Vous parlez des hommes. Oui, vous choisissez les dirigeants, vous choisissez les ministres, vous choisissez tout ce que vous voulez. Mais si les choix économiques qu'ils mettent en place ne sont pas de nature à émanciper le pays, donc à sortir le pays de la dépendance extérieure, ils n'auront rien fait. Emmanuel Kamba, merci. Merci, M. Cyr, et bien de choses chez vous. Merci, voilà. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi donc Tribune Libre à Emmanuel Kamba. Nous avons aujourd'hui parlé du franc CFA, peut-être par des termes que vous aurez voulu. Hein. Vous voyez que c'est pas quelqu'un qui est un va-t-en-guerre contre le franc CFA, mais c'est un économiste lucide qui comprend que les choses ne sont pas aussi faciles et que nos économies ont besoin encore, peut-être combien de temps, on ne sait pas, puisque l'émancipation monétaire est un processus. Espérons que les choses iront pour le mieux. D'ici là, ces économies d'Afrique centrale, c'est vrai que qui sont essoufflés aujourd'hui, alors que de l'autre côté, en Afrique de l'Ouest, ben, les choses vont quasiment mieux. Et si cette évaluation arrive, le Kamba nous a fait comprendre qu'elle devrait normalement arriver, on ne sait pas encore quand, mais les choses sont plus ou moins déjà sur la table et dans les tiroirs, en attendant juste que cela nous tombe dessus. On ne sait pas trop ce que cela donnera. Emmanuel Kamba, encore merci pour toutes ces précisions et surtout pour ces éléments qui permettront aux gens qui nous suivent de bien comprendre aujourd'hui ce débat sur le franc CFA qui n'est pas né par hasard, mais qui lui aussi en fait suit l'histoire politique du continent et surtout l'histoire de l'économie en fait de cette partie, notamment de l'Afrique centrale, qui elle est de plus en plus en difficulté. Merci à Jean-Jacques Pambou, à Antoine Page-Kivoulou et à toute l'équipe Nokoko Mungakoso à qui nous faisons un grand coucou. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois avec Emmanuel Kamba. Au revoir.